va enchaîner sur la pharmacovigilance. Alors la particularité, c'est que nous avons 2 centres de pharmacovigilance dans la région. Je récupère la... Voilà, 2 centres dans la région, donc un à Angers et un à Nantes. Donc Marina Babin va nous parler merci. Merci. de la pharmacovigilance sur la région. Elle est du centre d'Angers. Voilà. Et puis cet après-midi, nous verrons le centre de Nantes. Voilà, la parole à la pharmacovigilance. Donc les CRPV, donc voilà, comme disait Monsieur Mainviel, on en a 2 sur la région, donc le CRPV d'Angers et de Nantes. Donc pour vous expliquer un peu le circuit au niveau national et international, on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans la pharmacovigilance. Et les premiers, bien sûr, c'est vous, les professionnels de santé, pour qui la notification est obligatoire. Et bien sûr, depuis quelques années, les patients, depuis 2011. Donc vous avez la possibilité de faire des déclarations de pharmacovigilance directement auprès des centres régionaux de pharmacovigilance. Et donc nous, les centres de pharmacovigilance, on va analyser ces cas en plusieurs étapes importantes. Donc la première, ça va être bien sûr la documentation du cas. Dès qu'on a un effet indésirable qui est observé, l'important c'est d'avoir le contexte clinique global du patient, de voir si éventuellement il n'y a pas d'autres diagnostics différentiels, voir s'il y a des éléments de chronologie qui nous font imputer un médicament plus qu'un autre. Et donc là, les médecins et pharmaciens des centres de pharmacovigilance vont analyser le cas pour évaluer l'imputabilité. Et ensuite, une synthèse de ces cas sera saisie dans la base nationale de pharmacovigilance. Ce n'est pas simplement un enregistrement des cas, du coup, vous voyez. Ensuite, cette base nationale de pharmacovigilance, elle est gérée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, et tous ces cas sont ensuite transmis par l'ANSM à l'Agence européenne du médicament, qui est l'EMA. Donc ça, ce sont nos 2 agences, on va dire, de tutelle. Il y a donc l'ANSM et l'EMA qui elles-mêmes vont faire, à partir de toutes ces données, des enquêtes de pharmacovigilance. Donc il va y avoir des enquêtes sur les médicaments qui sont récemment introduits sur le marché, et également des enquêtes qui peuvent être menées suite à des signaux de pharmacovigilance qui surviennent grâce aux déclarations sur des médicaments qui peuvent être plus anciens. Ensuite, ces 2 agences vont en parallèle évaluer les risques et en concertation évaluer justement ces risques en concertation avec les données de la littérature, les données également des essais cliniques, et vont prendre des décisions pour éventuellement agir sur la vie du médicament, donc soit modifier les informations du RCP ou de la notice, restreindre les indications du médicament, ou même dans certains cas, si la balance bénéfice-risque est défavorable, retirer le médicament du marché. Il y a également l'OMS qui intervient, puisqu'en fait il y a une base internationale de pharmacovigilance qui récupère tous les cas de pharmacovigilance au niveau mondial. Les laboratoires pharmaceutiques sont également impliqués, puisqu'ils ont également l'obligation de faire une pharmacovigilance et de transmettre à l'EMA leurs déclarations dont ils ont connaissance. Et donc, tous leurs cas seront enregistrés dans la base EDRA Vigilance. Donc, nous sommes organisés en un réseau de 31 centres. Donc, le CRPV, pour les Pays de la Loire, vous aurez le CRPV de Nantes qui va se charger des départements de Vendée et de Loire-Atlantique. Et puis, le CRPV d'Angers qui se charge des départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Donc, à quoi sert la pharmacovigilance? C'est vraiment à suivre le médicament dans la vraie vie. L'idée, c'est que les essais cliniques n'ont pas permis de repérer tous les effets indésirables des médicaments, puisqu'il s'agit de populations relativement restreintes. Le suivi reste relativement limité. Certaines populations ont été exclues, certains patients plus âgés avec des comorbidités, ou même les femmes enceintes.
Donc l'idée, ça va être de détecter tout ce qui est effet indésirable rare. Ça va être de détecter les cas de mésusage avec potentiellement du coup des effets indésirables et de détecter des erreurs médicamenteuses dont certaines peuvent avoir une cause produit. Par exemple, un défaut de conditionnement du produit ou un défaut sur des seringues qui seraient inadaptés et engendrerait des erreurs ou un défaut d'information du médicament, une notice qui est peu claire et du coup il y a des erreurs dans ce cas. Donc ça, et c'est important de les faire remonter. Ensuite, il y a une mission importante d'information. Donc une information qui va être au niveau individuel puisqu'on va répondre aux questions sur une situation clinique particulière. Et puis une information au niveau populationnel parce que toutes ces déclarations, tous ces signaux de pharmacovigilance vont faire évoluer le RCP et la notice du médicament en cas de survenue de nouveaux effets indésirables. Les RCP et la notice, c'est vraiment des choses qui sont évolutives tout au long de la vie du médicament. Donc tout ça dans le but d'améliorer toujours le rapport bénéfice-risque du médicament et de prévenir ces effets indésirables. Donc nos missions, donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment recueillir toutes ces notifications d'effets indésirables des patients et des professionnels de santé. Donc à titre d'exemple, en 2021, le réseau des centres de pharmacovigilance en France a traité plus de 160 000 déclarations, dont près de 30% étaient des déclarations graves. Une des autres missions qui est importante pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est une réponse aux questions sur des situations cliniques problématiques que vous avez en rapport avec des médicaments, des effets indésirables, des questions sur le bon usage, pourquoi pas. Donc le réseau en 2021 a répondu à plus de 30 000 questions. On a également une mission d'expertise auprès de la NSM, donc c'est des expertises sur des médicaments récents ou bien, comme on a vu tout à l'heure, suite à des signaux de pharmacovigilance pour voir si est-ce que ce signal est confirmé ou pas, est-ce que c'est un effet qui est réellement lié au médicament ou pas. Et puis on peut avoir des expertises auprès de l'ARS, notamment en cas d'événements indésirables graves liés aux soins si un médicament est impliqué. On a aussi une mission de formation, notamment en formation initiale auprès des étudiants en santé et puis auprès des professionnels de santé. Donc comme pour la dictovigilance, on a un bulletin qui est cette fois-ci régional. Donc on a le bulletin Viginios que vous verrez tout à l'heure, qui est le bulletin commun des CRPV de Nantes et Angers. On participe également à des séances de formation médicale continue. Et puis, on a une activité également de recherche, toujours dans le but d'améliorer les connaissances sur les effets indésirables des médicaments. Donc, en pratique, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter? Donc vraiment, comme on a dit, répondre à vos questions problématiques sur des effets indésirables, sur des interactions médicamenteuses, sur l'utilisation de médicaments dans des populations à risque ou l'utilisation en cas de grossesse et allaitement, puisque comme on a vu, les patientes enceintes étaient exclues des essais cliniques dans la plupart des cas. Donc nous, on a une veille, on a quelques données qui peuvent vous intéresser lorsque vous êtes confronté à une patiente enceinte qui est en cours de traitement par un médicament pour lequel on n'a pas encore, pour lequel vous avez peu de données. Donc, on peut également recueillir toutes vos déclarations ou suspicions d'effets indésirables pour vous aider au diagnostic, à la prise en charge de ces effets indésirables. On peut vous aider pour vous dire par quoi éventuellement remplacer le médicament si vous avez eu un effet indésirable avec un premier médicament, quel va être le délai habituel de résolution, etc. Et puis nous, derrière, on va transmettre ces déclarations à l'agence du médicament. Et alors, ce que vous pouvez nous apporter, ce que vous pouvez indirectement vous apporter aussi, donc c'est nous déclarer vos cas d'effets indésirables. Donc, principalement les effets indésirables graves ou les effets indésirables qui ne sont pas attendus, c'est-à-dire qui ne sont pas déjà décrits ou mal connus encore. Ces effets indésirables, ils peuvent faire suite soit à une utilisation conforme dans le cadre de l'AMM, soit à un mésusage, à un abus, à un surdosage qui peut être involontaire, à une erreur médicamenteuse. Parfois, il y a une cause produit à ces erreurs médicamenteuses ou à une exposition professionnelle.
Pour nous déclarer ces effets ou nous poser des questions, on est assez disponible et vous avez beaucoup de moyens, donc par mail comme vous avez sur le livret, par téléphone, par courrier, par fax. Il faut savoir que les deux centres, on a des permanences tous les jours, donc on est disponible toute la journée pour vous aider à répondre en semaine. Et donc, comme tout à l'heure, vous pouvez déclarer sur le portail des signalements. Et donc là, il faut sélectionner la petite case pharmacovigilance, dont vaccin contre la Covid. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Moi, je vois que le médicament apparaît. Hop, si on ça avance tout seul. Oui, je vois qu'il y a d'autres cases qui concernent le médicament. Le défaut de qualité d'un médicament à gauche, et puis l'erreur médicamenteuse sans effet. Donc là, on n'est pas dans la pharmacovigilance, hein, c'est bien ça ? Alors, pour le défaut qualité du médicament, ce n'est pas la pharmacovigilance qui va recevoir le signalement, ça va être l'ANSM qui va recevoir le signalement. Donc, si vous observez un défaut qualité de médicament, vous pouvez cocher cette case. Si jamais ce défaut qualité ou cette suspicion de défaut qualité a entraîné un effet indésirable, vous avez tout à fait la possibilité de cocher les deux cases. Il y a une partie qui va partir à l'ANSM et une autre partie qui va arriver directement au centre de pharmacovigilance de référence. Et puis pour la case erreur médicamenteuse sans effet, alors les erreurs médicamenteuses, comme on a vu, ça rentre dans le champ de la pharmacovigilance. Pour les erreurs médicamenteuses qui n'ont pas d'effet, ce qui est vraiment important, c'est de nous déclarer les erreurs médicamenteuses qui n'ont pas eu d'effet, mais qui ont une cause produit, donc qui peuvent se reproduire chez d'autres patients et qui peuvent avoir du coup un risque pour d'autres patients et pour lesquels l'ANSM pourra effectivement potentiellement faire quelque chose, améliorer Et donc si par exemple on a confondu deux médicaments parce que les noms sont très très proches, effectivement c'est un risque. Donc ça remonte à l'ANSM qui peut, c'est déjà arrivé, faire modifier le nom d'un médicament qui pourrait être trop facilement confondu avec un autre. Exactement, et puis le défaut de qualité, tous ceux qui, vous faites une injection, dans le flacon, vous voyez un petit truc qui flotte. Donc là, bien sûr, tout de suite, on signale sans délai à l'ANSM en cochant défaut de qualité d'un médicament. Voilà, mais on n'est pas dans la pharmacovigilance, le défaut de qualité. Voilà, très bien, merci, c'est clair, oui. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Oui, au premier rang. Responsable qualité dans un établissement de santé et ça nous est arrivé de faire des déclarations liées aux médicaments, mais Bien on sûr, déclare oui. plus avec le volet événements indésirables graves associés aux soins. Donc vous avez un EIGS dans lequel un médicament est impliqué. Oui, malheureusement c'est fréquent. Tout à fait. Comment vous travaillez ensemble c'est à vous à nous faire travailler ensemble en fait. Tout simplement en cochant les deux cases. Ah d'accord. Vous voyez, vous pouvez cocher deux cases. Donc vous constatez, alors je rappelle, un événement indésirable grave associé aux soins. Il faut que ce soit lié à quel que soit l'acte de soin, mais il faut que ce soit lié aux soins. Et puis, ou à l'accompagnement, parce que dans le médico-social, le soin, c'est au sens large. Et puis, il faut que la conséquence, ce soit un décès du patient, soit la mise en jeu du pronostic vital. Mise en jeu du pronostic vital, c'est pas rien. Soit le probable déficit fonctionnel permanent. Vous voyez, donc on est sur du lourd quand même. Alors, si vous n'avez pas cette gravité-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en interne analyser ce qui s'est passé et puis en tirer des conséquences, bien sûr, pour que ça ne se reproduise pas. Mais si vous êtes dans ces trois premiers cas, on est dans la définition de l'EIGS. Si c'est dû à un médicament, eh bien vous cochez les deux cases. Alors, vous aurez une déclaration qui sera un petit peu plus longue à faire, puisque le volet 1, vous l'aurez, et puis les renseignements sur le médicament en cause. Mais ça sera plus court que si vous faites deux déclarations séparées, puisque toute la partie identification, vous ne la faites une seule fois. Et surtout, c'est important, parce qu'autrement, nous, quand on va, les EIGS, ça arrive chez nous à l'ARS, si on voit qu'il y a un médicament impliqué, on va vous demander d'éclaircir un peu le lien avec le médicament, savoir si l'imputabilité, si vraiment ce qui a été observé est dû au médicament ou pas. Et pour ça, nous, on s'appuie sur l'expertise des CRPV. C'est pour ça que si vous cochez tout de suite
à la deuxième case pharmacovigilance en même temps que IGS, on aura tout de suite, nous ARS, on pourra bénéficier de l'expertise du CRPV concerné. Donc c'est tout à fait compatible. C'est bien ça votre question? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, du coup, moi, je voulais savoir si vous étiez amené à conseiller les établissements médico-sociaux dans les organisations de circuits du médicament, dans la prévention, justement, des risques liés au circuit du médicament. Alors, si vous permettez, on va garder la question pour Fanny Dacremont, l'intervenante de l'Omédit, avec Caliral peut-être, mais surtout l'Omédit, qui sera plus à même de répondre à votre question, parce que vraiment, c'est leur rôle, plus que le rôle du CRPV, je pense. Oui, ça n'est pas notre rôle, mais vous verrez plus tard qui pourra vous aider là-dessus. Voilà, merci de la garder, votre question intéressante. Est-ce que... Oui, encore une question. Je voulais avoir donc une question par rapport à la coche, erreur médicamenteuse sans effet. Je voulais savoir si c'était vraiment centré sur le patient, administration patient, ou est-ce qu'on pouvait inclure des erreurs sur le circuit? Alors, sur la prescription, ça peut tout à fait être possible, parce qu'il peut y avoir des erreurs de prescription dues à un défaut d'information qui va être lié à un problème du RCP, de la notice qui n'est pas claire. Ça peut être. Alors, on a eu récemment des cas sur des erreurs de dispensation qui étaient liées à des défauts produits. Mais si c'est des facteurs humains, de circuits de médicaments, des problèmes de stockage, d'équipe, etc., ça, c'est pas du tout notre rôle. Mais si, à la base, la toute première étape de l'erreur, ça va être un problème de produit, là, c'est tout à fait possible de nous déclarer ça. Dernièrement, on a eu un problème de conditionnement de blisters. En fait, c'était des blisters où il y avait 10 opercules, et en fait, il n'y avait que 7 gélules dans ce blister. Et donc, en fait, la pharmacie a dispensé pensait dispenser 30 gélules. En fait, elle n'en a dispensé que 21. Donc là, on a fait remonter à la NSM ce problème. Parce qu'en fait, il y a eu un arrêt de traitement du patient voilà. Donc ça, pourquoi pas, mais si c'est des erreurs de facteurs humains ou de gestion, là, on ne va pas être adapté pour aider. Voilà.